Fabrice Faure, bonjour. Vous êtes Bonjour. le fondateur et président de LIP Intérim, présent sur l'ensemble du territoire national. LIP Intérim, c'est un chiffre d'affaires de 426 millions d'euros, 630 salariés et 160 agences en France, plus 3 en Suisse, au Luxembourg et en Belgique. Ce sont aussi 10 000 intérimaires équivalents temps plein. Et cette année, 30 000 personnes auront exercé un emploi via vos agences. Fabrice Faure, vous vous êtes lancé également dans une singulière aventure d'auteur, d'éditeur et de libraire. Nous y reviendrons un peu plus tard. Quand l'intérim va, tout va, a-t-on coutume de dire. En 2020, la filière avait été violemment frappée par la crise sanitaire. Elle s'est très vite ressaisie en 2021 et 2022 a été plutôt une bonne année, avec des variations selon les secteurs. Comment se portent aujourd'hui les métiers de l'intérim en général et votre groupe en particulier ? Écoutez, merci de me recevoir, en tout cas, c'est très sympa. 2022 a été une très bonne année. Les choses, de façon générale, vont bien. Qu'est-ce qui fait que ça va bien? C'est qu'on a énormément de demandes. Et évidemment, quand il y a beaucoup de demandes, l'intérim va plutôt bien. Même si on est en pénurie, même si on cherche des candidats et des intérimaires, parce qu'il manque beaucoup de gens. Et je suis content de pouvoir redire, souvent, il y a très longtemps, quand j'ai démarré dans la profession, on pensait que l'intérim fonctionnait quand tout allait très mal, que l'intérimaire était la dernière roue du carrosse, etc., etc. Donc tout va très mal, la preuve étant quand il y a eu le Covid et le confinement, tous les intérimaires de France et de Navarre ont été arrêtés de partout. Pour que les maisons d'intérim aillent bien, il faut que l'économie aille bien et il faut qu'on recherche du monde. La petite particularité aujourd'hui, en effet, sûrement que ça va très bien, parce que, alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, parce que parfois on me tape dessus, mais j'ai presque envie de rappeler qu'on est en situation, ou presque en situation de plein emploi. Donc on ne l'avait jamais connu, vous ne l'avez jamais connu, parce qu'il faut remonter dans des années qui commencent à être bien avant nos naissances respectives. Donc forcément, quand on cherche du monde, que c'est noir de boulot de partout, et les entreprises cherchent du personnel, appellent les entreprises d'intérim, les entreprises de recrutement, communiquent sur les job boards. Et évidemment, on a beaucoup de demandes. On fait ce qu'on peut pour servir tous nos clients, mais il manque en effet du personnel. Donc le fait que le taux de chômage continue de reculer, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la filière de l'intérim. Systématiquement, moins il y a de chômeurs en France, c'est que ça veut dire qu'il manque des gens, et on fait appel aux entreprises comme la nôtre. Et vraiment, je le redis, parce que je me rappelle vraiment quand j'ai démarré à 20 ans dans l'intérim, à chaque fois on nous traitait de marchands de viande, de bouchers, et on pensait qu'il fallait une crise pour que l'intérim aille très bien. Pas du tout. L'intérim va très bien quand l'économie dans l'ensemble se porte bien, parce que les entreprises ont besoin de recruter, et aujourd'hui elles ont besoin de recruter, parce que, j'aurais tendance à dire que ça va plutôt bien, mais je voudrais pas que mon discours soit trop surprenant, parce que si vous allumez la télé, on a l'impression que le monde part en couille complètement, que tout va très mal. Évidemment, il y a plein de drames, mais il y a aussi des choses qui vont bien, et on ne le rappelle pas suffisamment. Mais alors justement, les chefs d'entreprise expriment dans l'ensemble, pour la plupart d'entre eux, d'importantes inquiétudes pour 2023. Il y a l'invisibilité liée à la crise énergétique, à l'inflation, à la guerre en Ukraine, bien sûr. Est-ce que ça veut dire que la filière de l'intérim tire un profit de l'incertitude dans laquelle sont plongés les chefs d'entreprise? Absolument pas, parce que déjà on aura la même problématique. Nous aussi, on cherche du monde en interne, que c'est une vraie galère pour recruter. Nous aussi, plein de choses nous coûtent plus cher que ce qu'elle coûtait au préalable. Évidemment qu'il faut augmenter le salaire des gens. Donc, je fais pas de politique, mais je joue toujours avec les règles du jeu, les règles qu'on me donne. Donc, on s'adapte. On fait des choses sur les salaires, on fait des choses sur les primes, on fait des choses pour l'engagement des salariés, pour récompenser les gens. Parce que celui qui pense qu'il va réussir en payant ses collaborateurs avec des figues, forcément, quand il y a trop de travail, évidemment que ça va être beaucoup plus difficile pour ces entreprises-là. Parce que le pouvoir est quand même redonné aux salariés. Donc c'est le salarié qui a le choix, plus le choix.
quand c'est ce cas de figure, il faut s'adapter. Et puis voilà, c'est comme ça. La crise, la pénurie de recrutement, la responsabilité en incombe en partie aussi aux employeurs. Évidemment. Enfin, après, encore une fois, je ne veux pas faire de politique, mais les choses, elles s'ajustent tout naturellement. Si quelqu'un est dans une entreprise et considère que cette personne est très mal payée, elle a le droit de regarder ailleurs, elle a le droit de se rendre compte qu'elle va avoir d'autres offres d'emploi, qu'elle sera vraisemblablement mieux payée. Et après, c'est une affaire de choix et de libre arbitre. Soit elle sera retenue, soit la personne partira. Voilà. En tout cas, nous, chez LIP, on essaye de donner beaucoup de choses à nos collaborateurs pour qu'ils continuent d'avoir envie de bosser pour la maison, de s'investir entre le package strictement individuel, mensuel, le package des primes annuelles et tout un tas d'autres choses qu'on peut proposer pour que les gens continuent de nous suivre. Votre groupe demeure volontairement centré sur des métiers industriels, ouvriers spécialisés dans la tuyauterie, la métallurgie, le second œuvre, mais également beaucoup de chauffeurs routiers, et puis des métiers du tertiaire, des métiers qui pour certains sont en déclin, frappés notamment par la désindustrialisation. Quel état des lieux justement dressez-vous, vous, à partir de votre tour d'observation, de l'état de l'industrie française ? Alors c'est un vaste sujet, parce qu'encore une fois, je me rappelle qu'il y a 25-30 ans, quand on cherchait des tuyauteurs et des soudeurs, ça a toujours été très compliqué de trouver des tuyauteurs, des soudeurs, des bons chaudronniers, etc. etc. Je pense qu'en effet, au niveau de la formation des jeunes, il y a des métiers sur lesquels il y aura beaucoup plus de travail à la sortie de l'école. Ce sont des métiers qui recrutent beaucoup, des métiers qui sont pénuriques. Donc je préconiserais à des gens qui sont doués de leurs mains et qui aiment ça, de s'orienter sur des métiers comme ça, plutôt que sur des métiers qui auraient tendance potentiellement à disparaître. Ensuite, je ne crois pas être une bonne personne pour parler de désindustrialisation, parce qu'encore une fois, les métiers sur lesquels on bosse sur l'industrie sont des métiers dont le savoir est en France, restent en France, avec des usines qui sont en France, et je ne vois pas de désindustrialisation massive sur ces emplois-là. J'ai pas l'habitude de faire travailler des milliers de manutentionnaires sur des chaînes de production. C'est pas ça qu'on fait. Quand vous fabriquez, si les gens vont bosser sur des centrales, dans des raffineries, ce sont toujours des ouvriers qui sont ici sur le territoire, qu'ils soient français ou étrangers d'ailleurs, peu importe, qui vont intervenir. C'est dans ce sens-là que ça marche. Donc la notion de désindustrialisation me concerne pas, parce que c'est absolument pas notre modèle. Et ce que je voudrais ajouter, souvent, je ne sais pas si on est le 13e ou 10e acteur français, on est justement, nous, dans l'intérim, très peu connus, LIP. LIP, ça veut dire les intérimaires professionnels, parce qu'on est un petit peu l'opposé de ce que font les majors. Notre business, notre cœur de business, c'est de faire travailler des gens qui sont qualifiés, professionnels, compétents. Donc on ne travaille pas spécialement avec les grands contres et les grands donneurs d'ordre. J'ai toujours tendance à préciser qu'on a quasiment autant de clients que d'intérimaires. D'ailleurs, est-ce que le client est notre intérimaire, ou le client au sens où on l'entend ? Donc on est sur un modèle très particulier. Et à chaque fois qu'on a essayé de faire des métiers plus classiques, je ne sais pas faire, on se pète la gueule. Donc voilà, on reste dans notre environnement, des intérimaires qualifiés dans l'industrie, dans le second œuvre, sur les métiers du transport, et après, sur la branche tertiaire. Est-ce que ce sont des métiers dont vous constatez qu'ils souffrent encore d'un déficit d'image, ou est-ce que globalement, on a fait des progrès en France pour trouver une valeur justement à ces métiers-là ? Ah non, je trouve que ça va nettement mieux. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, celui qui partait en CAP ou en BEP, souvent c'était le crétin du village ou le crétin de la classe. Aujourd'hui, de démarrer sa carrière par un métier manuel, non, ça fait longtemps qu'on a commencé à redire que c'était noble de travailler avec ses mains, qu'il fallait vraisemblablement mieux faire tel CAP ou BEP, plutôt que de partir sur une maîtrise de géographie où il était beaucoup plus compliqué d'avoir un emploi derrière. C'est plus du tout la honte d'être formé à ça, et je trouve que les jeunes qui s'orientent, ça a fondamentalement changé. Quand moi j'avais 15 ans en 1990,
Ah oui, c'était pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Je reviens à la crise du recrutement et aux pénuries, justement, dans certaines filières, dont on parle beaucoup, l'hôtellerie et d'autres, bien sûr. La solution, c'est seulement le renchérissement des salaires, ou est-ce que ces employeurs doivent réfléchir aussi à une autre manière d'organiser le travail, d'organiser les équipes, d'être attractifs, mais par d'autres biais que seulement le salaire? La rémunération fait partie du package. Je le redis, je pense qu'une entreprise... Mais après, on va me dire, oui, mais c'est facile, ça dépend du modèle économique, nanani, nanana. Je l'entends bien. Mais aujourd'hui, le pouvoir est dans l'ensemble redonné aux salariés. C'est eux qui ont le choix, tellement il manque de monde. Il manque de monde parce qu'il y a beaucoup de travail. Donc voilà. Et une deuxième raison, c'est qu'il y a aussi plus de gens qui arrêtent de travailler ou qui partent à la retraite que de gens qui rentrent sur le marché de l'emploi. Donc ça ne va pas s'arrêter. Partant de ce constat, il manque du monde et il y a du travail, ça fait monter les salaires. Mais c'est un cercle vicieux si les salaires montent. Alors je connais rien à ces trucs-là, je ne vais pas faire semblant de comprendre l'inflation, l'indéflation, mais évidemment si les salaires montent, j'imagine ça fait monter le coût dans l'entreprise et ça remonte les prix derrière. Mais vous êtes confronté, vous, en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, nous, on a tout... Moi, je m'applique et j'espère que les gens me le reconnaîtront un jour, à payer le plus correctement possible les salariés et puis à redonner des primes collectives qui sont très significatives parce que je veux que les gens restent chez moi, continuent d'être investis et continuent de travailler. On est en plein débat actuellement sur la loi sur l'immigration, un débat parlementaire. Nombre de filières qui sont en tension de recrutement militent pour une régularisation massive des immigrés. Le débat est éruptif, on le voit bien. On parle de titre de séjour pour les métiers en tension, de permis de séjour à point. Est-ce que vous avez une opinion, vous, qui justement travaillez avec ce public, une partie de ce public justement immigré? Quelle est votre opinion par rapport à ce que devrait faire justement la loi? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas vraiment changé en bientôt 30 ans que je suis dans la profession. J'ai toujours fait travailler beaucoup plus de gens étrangers ou d'origine étrangère que de gens strictement issus de chez nous. Après, est-ce qu'il faut faire venir des gens de l'étranger pour pallier aux demandes ou continuer de former dans le pays des jeunes? C'est un vaste débat sur lequel j'ai pas d'idée particulière parce que je crois qu'on crée un débat sur un truc qui existe en fait depuis 30 ans. Il y a plein d'étrangers qui viennent en France et qui prennent des jobs que les gens ne veulent pas forcément faire ici parce qu'il manque du monde. Et il manquait déjà des gens il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, c'est encore le cas. Il manque du monde. Ouais. Aujourd'hui, et c'est très particulier. Il y a encore des métiers, des jobs qui ne sont pas occupés justement par une partie de la population française. On a besoin de faire venir d'autres personnes pour les occuper. La population française, ça va être un vaste... De nationalité française, de nationalité française, je parle. Mais vous aurez toujours plein d'étrangers qui vont venir travailler parce qu'il manque des gens. C'est aussi con que ça. Et c'était comme ça il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Alors après, je peux pas dire comment c'était il y a 40, il y a 50 ou il y a 60 ans. J'étais pas là. Mais je sais pas. Après, je veux pas dire que c'est un débat qui me concerne pas, mais on invente quelque chose qui est déjà un peu en place. Sauf que tout le monde s'affole et s'affole complètement parce que dans le manque de gens, on a monté d'un cran ou peut-être deux. Voilà, ça je pense qu'on a beaucoup plus de commandes que de postes qui ont été pourvus. C'est assez incroyable. Je ne veux pas dire déstabilisant, mais c'est assez incroyable. C'est étonnant. La réforme de l'assurance chômage a provoqué, elle aussi, de vifs débats. L'idée d'indexer la prise en charge des demandeurs d'emploi à la dynamique de la conjoncture, justement, est-ce que c'est une bonne solution? Moi, je m'en fous. Après, un gars qui veut pas travailler, il travaillera pas, et les gens qui veulent travailler, ils travailleront tout le temps. La politique, elle veut légiférer sur des trucs sur lesquels chacun va avoir une opinion, c'est bien ou c'est pas bien. Moi, je pars du principe, vous savez, il y a plein de gens, personne n'en fera jamais rien, ils sont inemployables, vous pouvez me raconter ce que vous voulez, mais ça, c'est la vérité. Abuser, pas abuser du chômage, du système, il y a des gens qui abusent, évidemment. C'est la nature humaine.
Mais il y a l'immense majorité qui abuse pas parce que la vie, elle est faite que le matin, on se lève et qu'on a envie d'aller travailler et qu'on aime ce qu'on fait. C'est pas le même sujet. Sûr. Là, il y a un vrai débat politique autour de ce sujet, vous le savez comme moi, cette fameuse France des assistés qui profiterait du système. On peut imaginer que la France avec laquelle vous travaillez, vous, elle est très éloignée de cette supposée France des assistés. La France des assistés, je me doute qu'elle existe, mais encore une fois, des fois on a l'impression qu'on sort un truc du chapeau et que c'est tout nouveau, qu'on découvre un sujet. Mais c'est les mêmes conversations qu'on entendait il y a 30 ans. Il y a toujours des gens qui ont toujours tout fait pour pas travailler et surfer sur le système. Parce qu'on veut toujours parler que de ce qui va pas. Mais on peut aussi regarder les choses autrement, parce que l'immense majorité des gens, les gens, ils travaillent, ils se lèvent le matin, ils aiment ce qu'ils font, dans l'ensemble, ils aiment leur boîte. Vous savez, si on racontait ça toute la journée plutôt que les gens pas bien ou les gens qui abusent, mais dans 50 ans, vous aurez toujours des gens qui abusent et qui sont pas bien, entre guillemets. Puis pas bien, entre guillemets, ça veut dire quoi? Peut-être qu'on a raison de pas vouloir travailler, c'est une histoire de point de vue. Hein. Ah bon. L'intérim est souvent synonyme de précarité pour les travailleurs, de variable d'ajustement pour les entreprises. Il encourage l'externalisation des fonctions et l'atomisation des communautés de travail. Il dissuade les employeurs de développer les CDI, lesquels sont devenus l'alpha et l'oméga pour obtenir un logement ou un crédit, c'est-à-dire pour exister dans la société. Voilà ce que ces détracteurs disent de l'intérim. Qu'avez-vous à objecter justement à cette vision d'intérim? Regardez tout ce qu'on lit de pas bien sur l'intérim quand on est intérimaire. Alors, je trouve, d'abord, à mon avis, il est beaucoup plus simple et facile d'être intérimaire en 2022 que ça ne l'était il y a 30 ans en arrière. Parce qu'il y a 30 ans en arrière, vous prenez un tuyauteur ou un soudeur, pas systématiquement par les deux, mais qui sont des gens extrêmement bien payés, et ça, souvent, on ne le sait pas. Mais un tuyauteur va avoir en moyenne un salaire net qui va faire 4000 balles par mois. Proportionnellement, il y a 30 ans en arrière, c'est la même chose. Cette personne ne pouvait pas louer un logement ou pas acheter, à la différence d'un instituteur ou une institutrice qui aurait eu un contrat à long terme mais su des rémunérations qui n'ont rien à voir. Aujourd'hui, il est plus facile d'être intérimaire parce que l'image est nettement moins négative que ce qu'elle était autrefois. Ça, c'est le premier point positif. Après, nous, dans la population qu'on fait en travailler, sur ce qu'on appelle notre cœur de métier, c'est un peu eux qui choisissent. Moi, j'ai créé la boîte il y a 18 ans. Je sais qu'il y a encore en poste des gens qui n'ont jamais cherché l'embauche, qui ont alterné les contrats et qui ont fait une vie en intérim par choix. Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a des gars, parce que c'est plus des hommes qu'on fait travailler dans ces métiers-là, pour qui le patron, c'est le directeur de l'agence et en qui il a confiance et qui va lui faire enchaîner des missions. Mais on est sur une typologie, encore une fois, de gens qui ne sont pas victimes, mais qui sont un peu plus maîtres de leur destin parce que ce sont des gens qui ont un métier dans la main. J'imagine qu'une personne qui me regarderait, qui est au SMIC sur une plateforme logistique, ne verrait pas les choses de la même façon. Mais ce n'est pas ce n'est pas la catégorie de gens qu'on fait travailler, en tout cas le plus travailler chez LIP. Et je le redis, il y a 30 ans, les gens ne disaient pas qu'ils étaient intérimaires. Aujourd'hui, les gens n'ont pas honte d'être intérimaires, on n'est pas obligé d'avoir le sacro-saint CDI, d'ailleurs c'est complètement débile, parce qu'on fait signer une rupture conventionnelle, les gens ils peuvent bien arrêter. La notion de contrat, elle a changé. Le rapport à la durée du contrat a changé. Voilà. Et quelque part, vous pensez que l'intérim, justement, se prête mieux à ce que la société est devenue aujourd'hui? Je ne sais pas si elle se prête mieux. En tout cas, j'aime bien qu'on rappelle que notre métier, c'est de recruter. Alors certes, après, on fait un contrat entre l'intérimaire, nous et le client, qui va durer X mois, X temps, qui s'arrêtera, et on enchaînera par un autre contrat, parce que l'intérimaire partira ailleurs. Mais je crois que le débat du contrat, à mon sens, n'est pas le débat. Par contre, je suis ravi qu'on se rende compte que notre métier, c'est un beau métier, et qu'on est là pour rendre service aux clients, aux prospects, on est là pour rendre service à nos intérimaires et à nos candidats, et que notre métier, c'est de recruter. On n'est pas là pour user, abuser du système, on n'est pas là pour exploiter les gens. Évidemment qu'on est là pour gagner de l'argent, comme tout le monde, mais notre métier, le sens de notre métier, c'est de recruter. Et ça fait... encore une fois, quand j'ai démarré, si on le répète souvent, c'est le moment où on commence à faire vieux con, ou le moment...
j'ai démarré, personne ne nous rappelait que notre métier, c'était de recruter. C'était non, mais mets-le en intérim, comme ça, tu paieras à 90 jours, tu paieras pas ton gars tout de suite, ou tu peux détourner les problématiques sur les CDI, etc. Non, notre métier, c'est de recruter, et on est juste en train de nous le redire, et ça, c'est cool. Un mot sur une confusion justement qu'il faut mettre de côté. On a très souvent tendance à confondre, à créer l'amalgame entre l'emploi et le travail. Les deux choses n'ont rien à voir. Mettons de côté l'emploi, parce qu'on vient de parler d'emploi depuis qu'on a débuté notre entretien, et parlons maintenant de travail. Est-ce que vous faites le constat que le travail, ou plutôt certains métiers, sont en crise de sens, en crise d'identité, de reconnaissance, en crise de lien aussi? Je suis... sur le travail, c'est un vaste sujet et on m'avait pas dit qu'on ferait de la philosophie aujourd'hui. Moi, je fais partie des gens, le travail, c'est quelque chose d'important parce que pour aimer le week-end, faut travailler la semaine. Pour aimer les vacances, faut passer du temps au travail. C'est un peu le sens de la vie. Pour passer des bons moments, la contrainte de devoir se lever, d'aller travailler, à mon avis, c'est une des choses les plus extraordinaires qui existent sur Terre. Pardonnez-moi, je fais une parenthèse, on a le droit aussi d'aimer le travail. Justement. Voilà, le travail n'est pas... On ne doit pas seulement travailler la semaine pour profiter du week-end. Je me suis mal exprimé. C'est plus, vous dites, est-ce qu'il y a une quête de sens par rapport à ça? Une crise de sens au travail ou pas? La crise de sens, je vais vous raconter une anecdote qui m'a marqué. On pense toujours que la génération... Enfin, en tout cas, on a toujours du mal avec la génération qui arrive. Donc c'est peut-être cette jeune génération qui nous fait dire à tous les deux, vis-à-vis de nos âges, qui pourrait raisonner comme ça. Moi, je raconte toujours cette anecdote. J'avais un grand écart d'âge avec mon père, et en 90, il était déjà très âgé, et il a arrêté parce qu'il supportait plus les jeunes. Parce qu'en 90, la jeunesse d'aujourd'hui de l'époque était terrible. Et son propre père l'avait viré de chez lui quand il avait 20 ans. Ils avaient eux-mêmes un énorme écart d'âge, donc là on remonte en 1950, et il l'avait viré de chez lui parce qu'il trouvait que la jeunesse était terrible et avait des envies complètement étonnantes, etc. Alors je pense que c'est le sens des anciens de se poser des questions sur les plus jeunes. Moi, ce que je peux dire, c'est que moins vous aurez l'impression de travailler parce que vous aimez ce que vous faites, donc vous avez un emploi, vous êtes occupé, c'est comme ça qu'on risque d'être heureux dans la vie, parce que c'est très important d'être occupé et d'aimer ce qu'on fait. Après, celles et ceux qui aiment pas, qui peuvent pas, des fois la vie elle est pas très juste, et ça je peux pas m'excuser de tout. Un mot maintenant donc sur votre groupe LIP Intérim, dont vous dites que son modèle est le strict opposé justement des grands groupes type Adecco et d'autres. En quoi est-il singulier justement? Alors, au niveau du modèle, si on prend je vais donner deux exemples, si on prend les majors, 80% de leur business va être issu d'accords cadres. C'est-à-dire des très grandes sociétés qui passent commande en agence, chez qui on pourvoit énormément d'intérimaires. Ça veut dire que souvent, vous prenez une agence, vous avez 100 intérimaires de cette agence qui bossent chez un client. Chez LIP, 12% de notre business est issu de ce qu'on appelle 12 ou 14% des grands groupes, des accords cadres. Et si vous allez dans une agence chez nous, il y aura 100 intérimaires en poste, mais ils travailleront sur 80 clients. On a quasiment autant de clients que d'intérimaires. Peut-être qu'on fait plus de sur-mesure, et peut-être que notre clientèle, la clientèle auprès de qui on s'adresse, ce sont plutôt des petites entreprises et des PME. Et donc on est sur cet environnement, sur les ouvriers et les intérimaires qualifiés. C'était quoi l'autre partie de la question? C'est savoir s'il y avait justement dans votre modèle ce qui le singularisait, ce qui le distinguait des autres... Sur le modèle, en tout cas, économique et sur l'environnement de travail, voilà. Et vous avez en France beaucoup de petites maisons d'intérim qui sont comme nous, sauf qu'elles vont avoir 1, 2 ou 3 agences. Nous, on joue dans la cour des grands, mais en restant bien inconnus, parce qu'on n'est pas sur le marché des gros, même si notre taille fait qu'on joue sur le même terrain. Et avec un développement plutôt de croissance interne ou externe? Plutôt endogène ou externe? Aujourd'hui, avec le recul, on a 70% de notre développement qui est issu de notre croissance interne, au bout de 18 ans. Là, en ce moment, on est sur une grande phase de rouverture en interne. On a ouvert 12 agences l'année dernière. On en ouvre 24 cette année. Et il est vrai qu'on regarde plus difficilement ou moins des dossiers à racheter, parce que vu qu'on couvre le territoire, on n'arrive pas à trouver des sociétés qui nous ressemblent et qui restent spécialisées, etc., comme dans notre environnement.
Donc je ne suis pas convaincu qu'on soit amené à racheter beaucoup d'entreprises en France. Je n'ai pas envie de faire de doublette et on ne va pas empiler des métiers qu'on fait déjà. Et la stratégie de développement des agences, elle est logique, elle est cohérente avec la digitalisation? Alors, la digitalisation, là, j'aime bien qu'on me pose la question sur ce sujet-là. Pour moi, c'est qu'est-ce qu'on appelle la digitalisation? Aujourd'hui, la digitalisation, qu'on soit chez Duchemol Intérim ou dans la plus grosse société d'intérim en France, tout le monde a des outils, parce que vous allez avoir vos fiches de paye sur un coffre-fort numérique, vous pouvez chercher des choses avec Internet. La vérité, on offre à peu près tous les mêmes services, parce que les gens passent moins en agence, que ce soit les candidats et les intérimaires. Ça, c'est le plus de la digitalisation qui simplifie un petit peu la vie en agence et qui simplifie la vie de l'intérimaire, notamment au niveau de l'administratif. Après, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on se rend compte que rien n'a changé. Un intérimaire, quand il a un problème, il aura toujours besoin d'appeler le chargé d'affaires, le consultant, l'exploitant, le directeur d'agence qui s'occupe de lui. C'est pareil pour le client. Quand il faut négocier le salaire, il faut bien discuter avec quelqu'un. Quand on fait de la prospection, il faut bien prendre son téléphone. Et finalement, il y a 2 ans, j'ai fait le tour de France de toutes nos agences et j'ai trouvé assez extraordinaire. Oui, il y a tous ces nouveaux outils dont on se sert, dont on a besoin, mais la base du métier, le quotidien du métier, les rapports entre l'intérimaire et les relations avec l'agence ou le client, rien n'a changé. C'est assez... petit truc. Mais objectivement... Une agence, aujourd'hui... sa vocation est identique, j'imagine qu'elle n'est pas identique à celle qu'elle pouvait être il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Ce qui a changé, c'est que les gens passent moins. Pourquoi ils passent moins en agence? Parce qu'il y a les outils numériques qui ne favorisent pas le passage. Mais il y a aussi des raisons beaucoup plus bêtes et simples que ça. Les centres-villes sont complètement embouteillés. Vu que vous avez des outils numériques, le vendredi, reprendre sa voiture ou se déplacer pour aller jusqu'à l'agence, déposer son relevé d'heure, etc., il n'y en a plus besoin et les gens le font moins. Ils viennent toujours en agence. Quand il faut prendre des chaussures de sécurité, des vêtements de sécurité, des vêtements de travail, si on organise un événement pour nos intérimaires. Mais le passage systématique du vendredi, où moi je viens d'un temps où tous les intérimaires du vendredi matin au vendredi soir passaient déposer le relevé d'heure, buvaient un café ou buvaient un whisky, ça se passe plus tout à fait comme ça. Mais la relation, elle reste la même sur un point. C'est que l'intérimaire veut absolument savoir qui s'occupe de lui, qui il doit appeler, qui lui répond au portable. C'est la limite. Tout est personnel. Hein. Ah mais ça, c'est incroyable. Incroyable. Mais vraiment, là-dessus... Et ce qui est quand même, je pense, le fondement de la confiance dans notre relation de travail avec nos intérimaires, rien n'a changé là-dessus. Quel est le profil d'un bon chef d'agence, d'un bon directeur d'agence, justement, dans cette relation, cette interface avec l'entreprise et avec un public intérimaire, souvent d'ailleurs issu de populations immigrées, qui ne parlent pas forcément bien français, etc. Il y a une relation humaine qui là, pour le coup, devient clé. Je pense que la caractéristique commune de tous les gens qui réussissent et qui aiment ce métier, c'est qu'ils aiment les gens. Il faut supporter les gens, parce que je peux vous raconter toutes les belles histoires, mais vous êtes quand même emmerdé toute la journée en agence de 1001 petits problèmes. Mais je crois que la caractéristique commune de tous les collaborateurs qui fonctionnent, c'est que naturellement, ils aiment les gens. Alors je ne sais pas si c'est la fibre sociale, mais ouais, ils s'intéressent aux gens, ils aiment les gens. Et ceux qui réussissent particulièrement dans notre métier, ils ont ces qualités-là. Et en plus, ce sont des gens qui vont assez vite dans leur tête. C'est un métier où il faut percuter pour arriver dans une agence. Parce que vous gérez beaucoup de choses dans une même journée et en même temps. Donc ce sont des gens souvent qui vont plutôt très vite et qui ont le truc avec les gens. Savoir les aimer, les encourager, les accompagner, leur trouver du travail, parfois les gronder. Parfois les remettre à leur place, gérer leur carrière. C'est un mix de tout ça. Un nombre de ces personnes que vous recrutez ont des parcours de vie fragiles, des trajectoires de vie complexes. Est-ce que vous tenez compte de cette fragilité, justement? Je ne pense pas que ça se passe dans ce sens-là. Parce que, je ne sais pas si ça déplaira ou si j'ai le droit de le dire, mais les gens qui sont très fragiles... ce ne sont pas des gens, naturellement, qu'on va mettre au boulot. Je ne suis pas une entreprise d'insertion et je ne suis pas là pour
pallier à des problématiques de gens, enfin, ou des gens qui auraient des problèmes dans leur tête. Ça, c'est pas mon job. Moi, je suis là pour répondre à des clients qui cherchent du monde, mais surtout, et vous l'avez compris, chez LIP, le client, c'est notre intérimaire. Donc notre intérimaire, je lui dois un travail chaque lundi. Je sais plus, je pense pas que ça y soit encore en agence, mais il y a encore quelques années, dans chaque agence, il y avait marqué un petit mot qui était signé de moi, qui était un joke, mais qui est comme ça que j'obligeais à ce qu'on travaille. C'est le gars, s'il est en fin de mission le vendredi, vous oubliez pas un truc. Chaque lundi qui arrive, vous lui devez un travail. C'était votre frère, votre oncle, votre cousin, votre sœur, votre tante. Vous démèneriez pour que la personne trouve un travail pour le lundi. Et c'est comme ça que je veux qu'on raisonne avec nos intérimaires. Après, si c'est une cloche, on est aussi une entreprise à but lucratif où on fait du commerce. Ben non, ils vont pas le mettre au boulot, non. Et c'est pas mon métier. C'est une autre case. Un mot sur vous. Vous êtes un autodidacte, récompensé d'ailleurs en 2013 du titre d'autodidacte de l'année, remis par Mazars et le Harvard Business School Club de France. Vous avez arrêté l'école après le baccalauréat et après l'armée, vous avez été parachutiste. Vous avez débuté dans une agence Randstad Intérim, je crois. Oui. On a coutume de dire qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'hier de percer de la sorte. La valeur des diplômes n'a jamais autant conditionné les trajectoires professionnelles aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'accentuation des inégalités entre les catégories socio-professionnelles dites supérieures et les autres en est un symptôme. Que perdent l'économie et l'entreprise en France à dissuader les vocations autodidactes, ou en tous les cas à ne pas les reconnaître à leur juste valeur? Il y a plein de questions dans la question. Moi, je me suis retrouvé, pour le début de votre... J'ai dit interrogatoire de votre question. Je n'aimais pas l'école. J'ai jamais été nul. J'ai jamais été brillant. Je suis de fin d'année. Je me suis retrouvé bachelier à 17 ans et demi. Je ne sais pas comment. J'ai arrêté. Ma mère m'a mis une gifle et m'a dit « T'oublies pas qu'il y a le service ». Donc, je suis parti un an dans les paras. Je me suis beaucoup disputé avec eux là-bas aussi parce que j'aimais pas trop qu'on me commande. Puis à un moment, t'as 19 ans, faut bien travailler. Et je suis tombé dans l'intérim comme Obélix, paraît-il, à ce moment-là. Un autodidacte, c'est quoi? Un autodidacte, c'est quelqu'un qui apprend, sauf qu'il apprend pas sur les bancs de l'école. Si je passe 1 heure avec vous sur un sujet qui vous tient à cœur, je vais le comprendre. Vous vous mettez dans une salle de classe, vous mettez 30 élèves et vous m'expliquez ce que vous venez de me dire lors d'un déjeuner, j'ai une incapacité à ce que ça me rentre dans la tête. Voilà. Après, on dit que c'est risqué de y arriver ou pas y arriver sans diplôme. Je suis pas d'accord avec ça. Avoir des diplômes, c'est bien, c'est mieux, je sais pas. Je trouve qu'on parle beaucoup trop des diplômes tout au long d'une vie parce que je n'arrive pas à comprendre que personne ne dise « mais putain, on s'en fout ». Enfin, on s'en fout. C'est important à 20 ans, la scolarité qu'on va faire, évidemment. Mais 20 ans après, ça sert à quoi de rappeler les diplômes que la personne elle a eus? En 20 ans, vous allez vous marier, vous allez divorcer, vous allez grandir intellectuellement. Il y en a qui rapetissent. Vous allez devenir une grande personne, une belle personne, un gros con. C'est la vie qui va faire tout ça. Nous, chez LIP en tout cas, on embauche de Bac-5 à Bac+5 parce qu'on se rend compte qu'en fait, que le diplôme, dans les métiers qu'on exerce en agence, en interne, c'est absolument pas une garantie de succès. Ni d'échec, d'ailleurs, ça va dans les... Il y a des gros abrutis dans les Bac-5, mais comme dans les Bac+5 et inversement. Voilà, donc... Mais ce qui est vrai, c'est que le déterminisme social et le déterminisme des diplômes sont une réalité, et sont une réalité encore plus vive qu'elle ne l'était il y a 20 ans, alors qu'on imaginait que ça deviendrait l'inverse. Après, ma mère, elle me disait déjà ça à l'époque, qu'on ne peut rien faire sans diplôme. Ouais. Moi, je trouve un petit peu dommage. Bien sûr qu'il faut faire des études, c'est mieux, parce que ça vous garantit plus facilement l'accès à un travail. Ça, on ne pourra jamais changer ça. Par contre, ce qu'on peut peut-être changer, c'est d'interdire les entreprises, qu'on arrête de rappeler tout au long de la carrière de la personne ces études que l'homme ou la femme a faites. On s'en bat les cacahuètes. Parce que 10 ans, 15 ans, 20 ans après, vous imaginez, vous êtes en entretien avec une femme qui a 54 ans, etc. Bon alors madame, qu'est-ce que vous avez fait quand vous aviez 18 ans? Ah ouais, il y a 37 ans en arrière, mais enfin tout le monde s'en fout. Comment cette caractéristique qui est la vôtre, d'autodidacte, comment infuse-t-elle l'ADN de votre groupe et aussi peut-être votre manière d'exercer le management? Moi, je m'entoure de gens qui sont très compétents, parce que je ne sais pas faire grand-chose. Donc, c'est surtout ça mon seul souci, c'est de trouver des gens brillants,
que ce soit dans l'équipe rapprochée, dans la société. Je veux dire, quand on ne sait pas faire grand-chose, il reste une seule possibilité, c'est de bien s'entourer et avoir quelques bonnes idées. Après, le management, je trouve on fait beaucoup de théories sur le management. Moi, ma conception du management, je vous dire les choses de façon très brutale. Je fais confiance aux gens. Je ne suis pas dans le contrôle, etc. Je pardonne tout. Mais si t'es pas bon, et vraiment pas bon, tu te casses. Et par contre, je ferai chez personne au milieu. À l'automne dernier, vous avez accompli un chantier qui vous était cher, celui d'associer les salariés au capital. Quelle en est la finalité? Quels en sont les mécanismes, les méthodes, justement? En octobre, en effet, en octobre. 6 mois avant octobre, on a proposé à tous les salariés permanents chez LIP d'être associés dans la structure. Ça fait des années que je voulais le faire. On n'a jamais réussi parce que c'est un dossier qui est juridiquement très très compliqué à monter. Et dès qu'on en parle aux avocats, aux tiers, etc., ils veulent toujours faire ça dans un système de FCPE, etc., où l'argent est bloqué. Moi, c'est pas ça que je voulais. C'est un système très simple où, quelle que soit la condition, pas de condition de poste ni d'ancienneté, ça veut dire de l'apprenti au très très grand chef, tout le monde pouvait investir. La base de valorisation, c'était les fonds propres. Comprendra qui veut. C'était les fonds propres. Et tout le monde pouvait mettre entre 500 € et 30 000 €. Le débouclage a eu lieu le 5 octobre, après tout le montage du dossier juridiquement, parce que c'est très très lourd. Il y a eu plusieurs avocats, plus nos juristes, notre juriste en interne qui a fait un boulot remarquable tellement c'est compliqué. Et depuis le 5 octobre, on a 50% de la société, 50% des collaborateurs qui ont investi chez LIP pour un montant moyen de 8 500 €. Et vous avez plus de 70% des gens qui ont 3 ans d'ancienneté qui ont investi. Ça veut dire quoi? J'ai revendu 5% de mes parts à une structure qui s'appelle LIP Family, dans laquelle les collaborateurs ont investi de l'argent. Ils peuvent sortir et re-rentrer chaque année à la diffusion de la nouvelle valeur. Donc l'exercice 2022 se clôture actuellement. Les CAC vont venir en avril. C'est-à-dire que le 15 mai, on va dire qu'ils sont, pour faire simple, qu'ils sont rentrés sur une valeur d'une part égale 10 €. On va donner la nouvelle valeur, qui est très simple à calculer parce qu'ils sont rentrés sur les fonds propres. Voilà. Qu'est-ce que ça va changer? Peut-être ou peut-être pas. Dans l'implication, dans les exigences, dans la manière d'exercer ses responsabilités, dans le management. Je l'ai pas fait pour obtenir plus. Non, je vais vous surprendre. Moi, je fais partie des gens. Je pense que vous pouvez rajouter un 0 de plus à tous les salariés, en tout cas chez moi ou ailleurs. C'est pas ça qui fait qu'on travaille plus. Par contre, si je peux rendre tout ce qu'on m'a donné, et chez LIP, ils le comprendront bientôt. Pour conclure, on va changer d'horizon. Ouais. Complètement. On va quitter l'intérim pour le monde du livre. Ouh là là. Vous êtes auteur de romans policiers. Vous venez de créer une maison d'édition, Gros Caillou. Et vous avez acquis récemment à Lyon une librairie. Cette passion pour l'écriture et pour les livres, qu'est-ce qu'elle nous dit de vous, de ce que vous êtes, de qui vous êtes? Je crois que l'un des collaborateurs dont je suis le plus proche, qui est mon bras droit ou bras gauche, je sais jamais, qui me connaît depuis 25 ans, il dit toujours que je suis un grand romantique. Alors peut-être que je suis un grand romantique et que j'aurais dû vivre dans un autre siècle, à une autre époque. Non, ma passion de toujours, j'ai toujours beaucoup écrit, j'adore ça. J'ai écrit une dizaine de manuscrits sinistrement inconnus qui sont dans des greniers. Avec des copains, on a créé une maison d'édition qui s'appelle les éditions du Gros Caillou. On a embauché, associé une directrice qui s'appelle Sigolène, qui fait un travail remarquable, avec un vrai projet de faire d'une maison d'édition à Lyon une maison d'édition un peu nationale, mais step by step. Chaque métier a ses règles, et je découvre les règles dans le métier de l'édition. Mais on a déjà sorti en octobre un livre qui s'appelle Le dernier jour d'Arthur Roger. Qui est Arthur Roger? Ça, il faut d'abord lire Arthur Roger pour comprendre à qui on s'adresse. On sort le nouveau roman de Grégoire Godineau le 7 mars, qui s'appelle La chanson blanche, et le nouveau roman de Yann Botrel début avril, qui s'appelle Absinthe, l'affaire Gouffet. L'été dernier, on avait fait un grand concours d'écriture à Lyon, donc la gagnante Claudie,
On sort son roman au mois de juin. Il y aura encore 2 romans qui arrivent cet automne. Et on va continuer parce que j'ai beaucoup d'ambition sur la maison d'édition. Ça me tient à cœur et je trouve que c'est bien de faire des choses qui sont des métiers passion. Pardonnez-moi, tous vos manuscrits ne sont pas restés à l'état de manuscrits. Alors, je me suis auto-édité il y a 12 ans, il y a 10 ans. J'ai dû vendre 32 exemplaires du premier, 27 du deuxième. Donc en plus, moi, ça fléchissait sur le bas. Et peut-être que je suis l'un des auteurs de ces premiers romans. Mais une fois qu'on en vendra 10 000, je dirai qui est qui. D'accord. S'il y a un livre et ou un auteur emblématique de ce que vous êtes, vous me citez qui? Bon, Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, c'est 2-3 choses extraordinaires. C'était un homme excessif, flamboyant. Et c'est un type qui a écrit un bouquin qu'on lira encore dans 1000 ans, qui est Le Comte de Monte Cristo. Vous avez 47 ans, oui, vous n'êtes pas devin, mais vous avez le droit de vous projeter sur un horizon de, mettons, de 3 à 10 ans. Où voyez-vous LIP Intérim? LIP, c'est une entreprise qui est extraordinaire. Alors j'ai des enfants, mais LIP, je le vis comme si c'était... c'est mon autre fille. LIP, c'est composé de gens qui sont tout autant extraordinaires à l'intérieur. Et c'est aussi une vraie machine. Une machine qui avance, avec un projet qui est très clair, très serein, avec un cap... avec un cap qui est simple. Le premier objectif de LIP, c'est de finir le réseau français. Je m'explique, on a fait 425 millions en 2022, on va faire 470 en 2023. Nous, on ne fera pas 4 milliards comme les très gros copains en France, mais notre marché, il est entre 700 et 800 millions en France. Donc on va aller finir de chercher ce marché-là en investissant dans les villes où on n'est pas, ou en mettant les marques qui ne sont pas encore implantées dans les villes dans lesquelles nous sommes déjà. Ça, c'est finir la France, rester bien droit dans nos bottes et surtout continuer à faire ce qu'on sait faire. Chaque fois que j'ai essayé de faire autre chose, j'y arrive pas, ça ne fonctionne pas. Et puis enfin, on va commencer à mettre des petits points en Europe, doucement, regarder les pays qui fonctionnent mieux, et on va continuer d'avancer. Et dernière question, justement, pour conclure sur vous, vous-même, vous voyez où dans 5 à 10 ans? Est-ce que vous êtes de ces entrepreneurs qui sont viscéralement attachés à leur bébé, qui n'existent qu'à travers leur entreprise, ou est-ce que votre avenir pourrait se dessiner ailleurs et autrement que chez LIP Intérim? Alors moi, mon rêve absolu, déjà, je fais partie des gens où j'espère que cette entreprise va durer extrêmement longtemps et que cette entreprise reste dans la famille. J'ai pas vocation à vendre LIP. Et je crois que pour qu'une entreprise dure, il faut rester, il faut regarder ce qui se passe, mais il faut aussi savoir nommer des managers qui prennent le relais, qui prennent le flambeau, pour être sûr de jamais s'endormir. Voilà. Comment je vis LIP? Aujourd'hui, LIP, vous savez, quand vous avez un enfant qui a 18-20 ans, c'est votre enfant pour la vie. Mais on accepte qu'il s'éloigne un petit peu parce qu'il doit s'affranchir, il doit grandir, il part du nid, mais il revient tous les dimanches midi manger à la maison et on part encore en vacances ensemble. Alors c'est peut-être très imagé ce que je dis là, peut-être qu'il se passe des choses chez nous en interne, mais c'est comme ça que je le vis. Moi j'aime plein d'autres choses, évidemment que j'aime LIP, évidemment que je suis curieux de tout un tas de choses et que si je pouvais avoir une miette de la carrière d'Alexandre Dumas, j'en serais profondément ravi. Mais dans la vie, on a parlé d'emploi, de travail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quoi qu'on fasse pour le réussir, il faut travailler. Fabrice Faure, merci pour cet entretien. Merci, Denis.